Peut-être qu'aucune des réalisations des Romains n'était aussi fondamentale pour le développement urbain que les aqueducs. Bien que les villes antiques aient survécu pendant des siècles sans eux, la mise en place d'aqueducs a modifié à jamais le développement et la vie des gens dans tout l'Empire romain. Dans cette vidéo, nous verrons plus en détail comment fonctionnait ce grand travail d'ingénierie antique. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises ici sur la chaîne, l'un des plus grands experts en aqueducs romains était Sextius Julius Frontinus, et une grande partie de ce que nous savons sur le sujet a été écrite par lui. Frontinus nous dit que Rome a vécu sans aqueduc pendant les 441 premières années de son existence. Au cours de ces premiers siècles, Rome dépendait des eaux du Tibre, des puits et des citernes. Au fur et à mesure que la population augmentait, ces ressources ont commencé à s'avérer insuffisantes et même problématiques. Les puits urbains ont commencé à tarir la nappe phréatique, tandis que les ordures et les eaux usées polluaient le Tibre, ce qui est particulièrement évident dans les zones densément peuplées où les risques pour la santé étaient élevés et l'eau potable rare. Pour les résidences plus modestes, les citernes alimentées en eau de pluie étaient une solution pratique, en particulier dans les petites villes comme Pompéi. Cependant, pour une métropole comme Rome, les citernes n'étaient pas suffisantes, surtout dans les immeubles d'appartements où il y avait moins de surface de toit pour capter l'eau. La nécessité d'une solution plus efficace est devenue évidente à mesure que les Romains augmentaient la demande d'eau courante propre, avec la création de plus de bains publics et de sources chaudes. Les aqueducs seraient la réponse à ce problème. Basé sur le principe de l'écoulement par gravité, l'idée était de transporter l'eau de sources éloignées vers les villes. Ces structures étaient des canaux construits sur une légère pente continue, permettant à l'eau de s'écouler sans avoir besoin de pompes. L'eau serait collectée à partir de sources, de réservoirs et de sources chaudes, alimentant directement le cœur des villes. Il convient de rappeler que les aqueducs n'étaient pas une invention romaine. Depuis l'Antiquité, les civilisations du monde entier ont cherché des moyens d'assurer un approvisionnement régulier et contrôlé en eau. Les premières formes d'aqueducs comprenaient des tunnels creusés dans la terre, des canaux de surface, des tuyaux en argile et même des ponts. Cependant, les Romains ont su perfectionner les techniques existantes et introduire de nouvelles solutions pour assurer un approvisionnement constant en eau à leur ville. Ainsi, le premier aqueduc de Rome, l'Aqua Appia, a été construit en 312 avant Jésus-Christ. Jour après jour, à l'époque, Rome avait déjà conquis d'importants territoires et commençait à ressentir les effets de l'augmentation de la population et de la demande d'eau qui en résultait. Aqua Appia était la réponse à ce problème. Sa construction, supervisée par le consul Appius Claudius Blind, a amené l'eau à environ 16 km de la ville, jusqu'à la ville. La majeure partie de son parcours était souterraine, ce qui la protégeait à la fois d'une éventuelle attaque et de la contamination. Bien que sa capacité ait été limitée, ne desservant qu'une petite partie de la ville, il s'agissait d'une étape cruciale vers la création d'un réseau d'aqueducs qui, des siècles plus tard, serait l'une des merveilles du monde antique. Le succès de ce premier aqueduc a montré aux Romains que l'investissement dans les aqueducs était avantageux. Au fur et à mesure que Rome grandissait en taille et en importance, de nouveaux aqueducs ont commencé à être construits pour répondre à la demande croissante. La construction de l'Aqua Marcia, environ 170 ans après l'Aqua Appia, en est un exemple, créé en 144 avant Jésus-Christ. G.E.C. Aqua Marcia a marqué une étape importante dans l'ingénierie romaine. Non seulement il captait l'eau de source située à plus de 90 km, mais il comprenait également de longs tronçons surélevés au-dessus d'arches, une avancée technique qui permettait à l'eau de se déplacer sur des terrains variés et d'atteindre les zones les plus élevées de la ville. Ces arcs monumentaux sont devenus des symboles emblématiques de l'ingénierie romaine et ont inspiré les futures constructions à Rome et dans d'autres parties de l'Empire.
La plupart de ces systèmes, cependant, étaient souterrains, ce qui était non seulement plus rentable, mais offrait également une protection contre les dommages causés par les intempéries et minimisait les perturbations pour les communautés en cours de route. La construction d'un aqueduc a commencé par la planification détaillée du tracé. Les ingénieurs romains devaient trouver des sources d'eau pure qui pouvaient être canalisées dans la ville. Le voyage entre la source et la destination impliquait souvent des obstacles naturels, tels que des collines, des vallées et des rivières. Pour surmonter ces défis, les ingénieurs ont conçu des ponts en arc, des tunnels et des siphons inversés. Des solutions qui ont démontré les connaissances techniques avancées de l'époque. Un aspect essentiel dans la construction d'un aqueduc était la pente constante du canal. L'eau devait s'écouler naturellement, simplement par la force de gravité. Cela nécessitait une précision presque parfaite dans la construction, car une erreur dans la pente pouvait faire stagner l'eau ou ne pas atteindre sa destination, rendant tous les efforts inutiles. Le long de la majeure partie de leur parcours, les aqueducs passaient par des conduits souterrains, une solution rentable qui protégeait également le système des dommages et du sabotage. Au fur et à mesure que les aqueducs s'approchaient de la ville et traversaient des vallées, comme le Tibre, le besoin de structures plus visibles et monumentales s'est fait sentir. C'est dans ce contexte que les arcades romaines emblématiques sont entrées en scène. Ces arches de pierre empilées en plusieurs couches soutenaient les canaux d'eau dans leur passage sur des terrains bas. L'entretien des aqueducs romains était essentiel pour le bon fonctionnement du système. Comme les aqueducs ne pouvaient pas être simplement fermés, l'ingénierie devait fournir des solutions pour gérer l'excès d'eau et nettoyer les sédiments qui s'accumulaient dans les canaux. Lorsque l'eau atteignait la ville, elle était distribuée par un système de tours de distribution, appelé castella, et de bassins de décantation. La castella régulait le débit de l'eau, en le divisant en canaux plus petits, qui alimentaient à la fois les fontaines publiques et les thermes et les maisons privées. Ces réservoirs et tours servaient également à séparer les débris et les sédiments de l'eau, garantissant ainsi une alimentation de haute qualité. Situés dans des zones surélevées, les réservoirs permettaient à l'eau, en s'écoulant vers le bas, de déposer des sédiments sur le fond. Bien qu'efficaces contre les grosses particules, ces bassins de décantation n'étaient pas entièrement efficaces contre les petits insectes et autres débris flottants. Même avec une technologie de pointe, les aqueducs étaient confrontés à des problèmes d'usure, d'infiltration et de nettoyage, qui devaient naturellement être résolus. Pour faciliter l'accès aux sections souterraines, des chambres verticales ont été construites. De plus, si des réparations importantes étaient nécessaires, les ingénieurs pourraient détourner temporairement l'eau des zones touchées. Il y avait un poste spécial dans le gouvernement romain, appelé le conservateur des eaux, dont la responsabilité était de superviser les aqueducs et d'assurer leur bon fonctionnement. L'importance de l'entretien était telle qu'ils ont embauché jusqu'à 700 personnes pour s'occuper seuls des aqueducs de la ville, en veillant à ce que l'eau coule toujours bien. Il y avait aussi les servi publici, ou esclaves publics, qui ont joué un rôle déterminant à la fois dans la construction et l'entretien des aqueducs. Contrairement aux esclaves privés qui appartenaient à des particuliers, les servi publici appartenaient à l'État et étaient utilisés dans de grands projets publics. Leur travail comprenait le creusement de tunnels, la construction de canaux, l'enlèvement des débris des aqueducs et même le nettoyage des bassins de décantation. De plus, certains esclaves se voyaient confier des fonctions administratives, telles que le contrôle des matériaux et la supervision des opérations quotidiennes. À l'apogée de l'Empire, Rome comptait environ 11 aqueducs qui alimentèrent la ville avec un volume d'eau impressionnant. Frontinus a écrit qu'à la fin du 1er siècle après J.B.C., la ville comptait 1352 fontaines publiques, 254 réservoirs, 15 nymphes ornementales, 11 grands bains impériaux et 856 petits bains publics. Ces chiffres montrent que l'approvisionnement en eau ne servait pas seulement aux besoins de base tels que boire et cuisiner.
Les Romains utilisaient l'eau pour maintenir l'hygiène publique, alimenter leurs grands bains publics et même soutenir des industries telles que la teinture et les jardins urbains. On estime que la quantité totale d'eau fournie quotidiennement à la ville pourrait atteindre 1 million de mètres cubes, ce qui est encore plus impressionnant si l'on considère que tout cela a été distribué par le biais d'un réseau complexe d'aqueducs. Les fontaines publiques n'étaient pas seulement des points d'accès à l'eau. Beaucoup d'entre eux étaient richement décorés, symbolisant la générosité de l'empereur ou des mécènes qui ont financé la construction de l'aqueduc. Le contrôle de la distribution de l'eau avait également un caractère financier. Pour la population générale, l'eau était disponible gratuitement auprès des sources publiques, mais ceux qui voulaient avoir accès à l'eau directement chez eux ou pour des bains privés payaient une redevance. Ainsi, les aqueducs, en plus d'être une nécessité pratique, sont devenus un outil de statut social et de contrôle politique. Les grands bains, tels que ceux de Caracalla et de Dioclétien, étaient des consommateurs voraces d'eau et nécessitaient un débit constant et abondant pour maintenir leurs piscines à différentes températures, chaudes, tièdes ou froides. En plus des bains, les fontaines publiques étaient un point de distribution gratuit pour la population ordinaire, tandis que les ménages plus riches pouvaient payer pour avoir directement l'eau courante. Les aqueducs ont également joué un rôle crucial dans l'infrastructure de divertissement de Rome, y compris la réalisation des inondations grandioses du Colisée. Ces démonstrations aquatiques simulaient des batailles navales et nécessitaient une quantité importante d'eau, ce que le système d'aqueduc romain pouvait facilement résoudre. Cependant, malgré l'entretien et la sécurité, la fraude dans les aqueducs de Rome était une pratique courante et ingénieuse, impliquant des méthodes qui, selon Frontinus, allaient de simples manipulations à des stratagèmes complexes. De nombreux utilisateurs privés ont installé des sorties clandestines dans les aqueducs sans autorisation. Ces dérivations illégales lui permettaient de voler de l'eau avant qu'elle n'atteigne sa destination officielle. Dans certains cas, ces sorties illégales étaient situées à des kilomètres de la ville, dans des zones où le contrôle gouvernemental était plus faible. La fraude impliquait souvent la corruption de fonctionnaires de l'État et de travailleurs des aqueducs. Frontino a mis en place un système d'inspection pour s'assurer que les dérivations d'eau étaient identifiées et sanctionnées. Il inspectait régulièrement les aqueducs et surveillait le débit de l'eau en se basant sur des registres précis des permis et des distributions. La construction d'un aqueduc était, bien sûr, une occasion parfaite pour un dirigeant de démontrer sa puissance et sa bienveillance au peuple. Un exemple en est l'Aqua Virgo, construit sous les ordres d'Auguste, qui cherchait à gagner en prestige en tant que premier empereur de Rome. En iten avete cc, il fit construire cet aqueduc qui amenait l'eau d'une source située à 18 km de Rome, délivrant environ 100 000 mètres cubes d'eau par jour. Ces conceptions ont également renforcé l'idée que Rome, en tant qu'empire, avait le contrôle de la nature et des ressources. De plus, les aqueducs créaient une dépendance vitale de la population vis-à-vis de l'État. Sur les pièces de monnaie romaines et d'autres documents, les aqueducs étaient souvent représentés comme des symboles de la supériorité romaine, à la fois en termes de technologie et d'organisation sociale. Il n'est pas étonnant que, dans ses écrits, Frontinus ait comparé les Romains aux Égyptiens, affirmant que, contrairement aux pyramides hautes mais inutiles, les aqueducs romains avaient une fonctionnalité pratique. Cela démontre la fierté de Rome dans sa capacité à construire quelque chose qui non seulement impressionnerait, mais deviendrait un symbole de l'ingénierie romaine. Donc, si vous avez aimé en savoir plus sur le fonctionnement et l'entretien des aqueducs romains, n'oubliez pas de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.